Il y a un classement monument historique sur des machines volantes. On est pour l'instant dans une interaction avec le ministère de la Culture, c'est-à-dire que nous on a 4 machines classées monuments historiques au musée, que l'on a pris la décision de ne pas faire voler. C'est une décision qui me va bien parce qu'en fait quand vous avez un exemplaire unique, les 2 planeurs que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont quasiment uniques en France et même au monde. Il est bien évident que faire voler une machine comme ça, c'est un risque. Si vous la cassez, elle est cassée, vous allez la reconstruire, certes, mais pas dans l'état où elle était. Donc, comment faire un dossier monument historique? Voilà. Donc, je vais vous présenter d'abord le musée. Alors, comment on est arrivé à ça? Vous avez la façade du musée en bas à gauche. On a eu une chance absolument phénoménale, c'est qu'en 1981, on a récupéré via la ville d'Angers cette superbe machine qui est le René Gagné numéro 3, qui est l'avion qui a servi en Anjou avec un vétéran qui s'appelle René Gagné, qui était à la fois un marin, qui est parti dans les années fin 19e siècle depuis la Duchesse Anne, depuis Saint-Nazaire pour faire un tour du monde, et ce monsieur a fait de l'aviation. Donc ça, c'était un avion qui appartenait à la ville d'Angers, qui avait été donné par la famille à la ville d'Angers en 1913, qui avait été stocké au Grenier Saint-Jean, qui est un musée bien connu à Angers. Quand le musée a changé d'affectation, et là, on ne connaissait pas le patrimoine technique, les agents de la ville d'Angers ont utilisé le marteau, le burin et la scie. On a récupéré la machine avec une 4L, un fixe au toit, une remorque, 3 voyages. Ça fait 10 mètres sur 10. Ça vous donne à peu près l'état dans lequel il était. Et de là, bien sûr, on a eu un partenariat gagnant-gagnant avec la ville d'Angers et la métropole d'Angers, qui en 1998 nous a construit ce superbe bâtiment sur le nouvel aéroport d'Angers. La mission, c'est de préserver le patrimoine aéronautique, restaurer, transmettre les savoir-faire aux jeunes, ça j'y tiens, c'est pour ça que le musée s'appelle Espace Air Passion. Et puis, bien évidemment, on est très vite venu... alors vous voyez, on a même du patrimoine breton. Attends, je vais essayer de revenir en arrière. Patrimoine breton ici, c'est la réplique de la barque ailée de Jean-Marie Lebris, Albatros. Vous voyez, on a même du patrimoine breton chez nous, c'est une reproduction. Pour vous faire rire, cette superbe engin qui a été reconstruit par un ami qui s'appelle Jean-Marie Ledors, s'il n'en était pas intervenu, il le brûlait, parce qu'en fait, il l'avait stocké chez un marchand de bateaux à Douarnenez, qui leur prenait 300 € par mois. Il m'a dit, écoute, en bon breton bien têtu, il m'a dit, écoute, si tu viens pas le chercher, j'y fous le feu. Ça va pas la tête, non? Cet engin-là avait été fait avec l'école du bois de Nantes, les compagnons du Tour de France, la Marine nationale, c'est un bijou. Voilà. Et donc, très vite, on est venu, effectivement, chez nous, je n'y fais pas, à faire des dossiers classement monuments historiques. Avec l'aide à l'époque d'un monsieur qui s'appelait Luc Fournier, qui était au ministère de la Culture, et qui s'occupait, qui était passionné de train, et qui nous a bien guidés dans cette démarche de classement du patrimoine technique. Donc là, vous avez un dossier, évidemment, d'un planeur. Je vous jure, ça vole. C'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas mettre les fesses dans un truc comme ça, parce que c'est assez sympathique, vous n'avez rien sous les fesses. Ce planeur Aviadissa, c'est le plus vieux planeur français connu au monde, des années 30. Voilà, donc, première évidemment, page de garde. Derrière, effectivement, vous voyez qu'il y a une iconographie qui est non négligeable. Tout l'intérêt, ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est qu'il faut aussi que le patrimoine immatériel soit intimement lié au patrimoine matériel. Donc, effectivement, un dossier avec toutes les caractéristiques, avec les plans d'époque, les plans 3 vues, avec certaines explications sur le fonctionnement de la mise en vol de cet engin-là, qui en fait était mis en vol avec un Sandov. Vous voyez les bonhommes qui tirent en haut à droite sur le Sandov, on fixait le planeur par la queue, on tirait sur le Sandov, à l'ordre courez, les gens couraient, et évidemment en courant, ils créaient une force de traction pour lancer le planeur. Inutile de vous dire qu'ils ne faisaient pas 3 heures de vol avec le planeur. Voilà, donc une iconographie qui est sortie d'une collection que l'on a d'ouvrages très intéressants. Ce sont des revues d'époque. On a des revues d'époque jusqu'en 1878, quelque chose comme ça. Donc tout ça, ça constitue un dossier très lourd,
Le dossier doit faire, je ne sais plus, 62 pages, je l'ai là si ça vous intéresse. On ne va pas passer les 62 pages, on n'a pas envie de vous endormir. On parlait de techniques d'époque. On a dans nos archives un livre qui s'appelle Le Cabane, qui avait été fait dans les années 30 par un menuisier aéronautique, qui explique toutes les méthodologies de travail du bois étoile dont étaient faits ces planeurs. Donc ça, c'est l'extrait de ce bouquin-là, dans le dossier monument historique, pour prouver notre ministère qu'effectivement, on s'est rapproché des techniques d'époque. Le gros problème qu'il y aura quand vous faites une restauration comme ça, celui-ci, il est bien évident qu'il est unique. Il est hors de question qu'on vole avec. Vous allez voir l'état des ailes. Donc, on va le faire classer monument historique et donc on va se rapprocher au plus près des techniques d'époque, même si elles ne sont pas conformes à la mise en vol et aux réglementations actuelles. C'est ça le problème. Vous connaissez ça aussi dans le domaine de la voile. Hein. On disait tout à l'heure, sur mon bateau, il faut un moteur. Ah oui, il n'y a pas de moteur à l'époque, mais là, il faut un moteur. Eh bien, c'est la même technique. Là, on va appliquer les techniques d'époque, notamment au niveau des tissus. On va l'entoiler en lin ou en coton, ça ne se fait plus. On a bien sûr un dossier historique. Là, c'est pas un planeur lambda, c'est le planeur que vous avez vu en photo tout à l'heure. On a retrouvé tout son dossier, tout son carnet de vol, sa traçabilité de vol, y compris jusqu'aux périodes d'essai, puisqu'il a été essayé par la direction de l'aviation civile à l'époque. Alors, on parlait de 3D tout à l'heure. Eh bien, on fait aussi de la 3D chez nous, hein, enfin de la 3D. De l'informatique 3D. Voilà la déco qu'aura le planeur une fois fini. On a retrouvé les décorations d'époque. On travaille également avec le laboratoire des monuments historiques de Champs-sur-Marne. On a un ami là-bas qui nous a fait les analyses des cols, des contreplaqués. Là, c'est de la toile. On fait également de l'informatique. Et l'utilité de faire ça, c'est que là, on a les plans. On a un grand pot, c'est qu'on a toute l'alias de plans. L'alias de plans d'un planeur comme ça, c'est 4800 plans, de divers formats, du A0 ou A4. Et comme on a les plans, on a fait une reconstitution en informatique qui va nous permettre de faire un programme pour redécouper toutes les nervures. La nervure, c'est ce que vous avez en bas, c'est ce qui donne la forme de l'aile. Donc tout ça, c'est expliqué dans le dossier monument historique. On fait un constat d'état, comme tout dossier de monument historique, hein, d'objet de monument historique, on fait un constat d'état. Donc on a fait un dossier photographique très lourd de l'état du planeur dans lequel on l'a retrouvé. Vous voyez, ça c'est une demi-aile. Comme dirait notre ami Le Funès, ça va forcément marcher moins bien dans cet état-là. Et donc, bien évidemment, on va récupérer les deux pièces maîtresses, qui sont le longeron et le contre-longeron. C'est ces deux pièces-là. On va conserver des pièces d'origine, puisque la traçabilité monument historique veut que l'on conserve des pièces d'origine, et tout ce qui était détruit, on va le refaire à neuf. Et bien évidemment, on va tracer ce qu'on a refait à neuf. Telle nervure a été refait à neuf, l'autre a été restaurée. Voilà. Et ça, c'est les photos de notre planeur au service, le STGBA, ça s'appelait à l'époque comme ça, le service technique de l'aéronautique qui essayait toutes les machines volantes prototypes. On a même retrouvé ce dossier-là. Voilà, on a fait un dossier pour ceux que ça intéresse, dossier type, protection, monument historique appliqué aux aéronefs en état de vol. On est en train de travailler avec le ministère de la Culture, puisque certaines machines, dont celle-ci, c'est le Breguet 904, c'est une très belle machine qui fait 22 mètres d'envergure, qui est biplace, c'est sympa parce qu'on peut voler qu'un petit copain. Et donc cet engin-là, pour l'instant, il est en état de vol, mais on hésite à le faire classer monument historique parce que, au niveau du ministère de la Culture, c'est encore une problématique compréhensive, c'est qu'ils hésitent effectivement à autoriser à voler un monument historique. L'exception, c'est notre beau bateau de Belém là, qui a été faire le tour de l'Europe pour récupérer la flamme olympique. Donc là, le ministère de la Culture évolue beaucoup sur ce point-là, donc il est fort probable que notre Breguet 904, là on va le faire classer monument historique, on est en train de le faire, et vous voyez qu'il est en état de vol. Donc si ça vous intéresse, on a un dossier type sur le classement en monument historique des machines volantes. Voilà, j'espère avoir été assez clair.
La grosse difficulté sur ce genre de machine qu'on remet en état de vol, c'est la réglementation. Il est bien évident qu'un avion à hélice, par exemple, avec un moteur, eh bien, il va falloir changer les filtres, il va falloir changer les bougies, il va falloir changer les pneus. Bah oui, mais c'est pas les pneus d'époque. Alors, on a vite fait de travers. On a un avion historique bimoteur de 1943. Quand on a restauré l'aile, pour vous dire comment c'était construit à l'époque, sur l'aileron. L'aileron, c'est ce qui permet d'avoir l'inclinaison sur l'avion. C'est dissymétrique en bout de l'aile. Il y a un aileron, il avait 1 centimètre de plus par rapport à l'autre. Ils ont volé avec ça. Et puis, le piper, dont je vous en parlais tout à l'heure, effectivement, c'est difficile de faire une traçabilité parce que la fiche de sortie d'usine, il y a un numéro sur le fuselage et les 2 ailes ne correspondent pas du tout aux 2 ailes qui sont sorties. Donc, effectivement, en campagne, lors des guerres, ils récupéraient un morceau pour faire voler l'autre, hein, ils faisaient du piratage, de la cannibalisation, et ça aussi, il faut le tracer. Même si vous avez une incertitude, il faut le tracer. Voilà, si vous avez des questions. Oui, je voudrais apporter une petite précision au niveau ferroviaire, parce que nous aussi on a des véhicules au monument historique. Alors donc, le ministère a apporté une réponse, c'est-à-dire quoi, l'autorise d'utiliser les locomotives à vapeur qui sont classées. Alors, parce qu'il y avait un choix, c'était soit on faisait du statique comme les avions, c'est-à-dire que on refait comme c'était à l'époque, et dans ce cas-là, le matériel était présenté en musée, ou on accepte des évolutions techniques au niveau des chaudières. Par exemple, toutes les chaudières anciennes étaient liftées, maintenant elles doivent être soudées. Donc le ministère a accepté d'avoir des chaudières soudées pour que les locomotives puissent rouler. Par contre, la vieille chaudière, elle, est préservée à titre de témoin des techniques de liftage. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais apporter comme information. On a exactement le même problème en aéronautique, puisque les cols qui étaient utilisés à l'époque, ce sont soit des caséines ou des cols à poisson qui ne tiennent pas dans le temps. Et évidemment, comme on tient un petit peu notre peau, il est hors de question de recoller un planeur avec une colle ancienne. Mais par contre, on le trace, on sait, on le trace dans le dossier. Ça, c'est important.